Bonjour monsieur Alexei Pouchkov, merci de nous recevoir dans vos bureaux à Moscou. Vous êtes sénateur, membre, président de la Commission pour l'information et les médias du Sénat donc de Russie, la Chambre haute. Auparavant, vous avez été président de la Commission des affaires étrangères de la Douma. Vous êtes journaliste, géopoliticien, vous avez une très très grande carrière en Russie, vous venez d'une famille de grands diplomates, vous êtes vous-même né à Pékin, vous parlez de très nombreuses langues et chacun va le découvrir parfaitement français. Je crois qu'il y a des Français qui aimeraient parler comme vous. Vous avez fait le MGIMO, qui est la grande sorte, pour que nos auditeurs comprennent, c'est une sorte d'ENA russe, mais très orienté sur les dernières affaires étrangères. Vous êtes docteur en histoire. Et vous avez une carrière non seulement en Russie, puisque vous avez écrit à l'époque des discours de Gorbatchev, mais à l'international, vous avez été expert au Forum économique de Davos, vous avez travaillé même, il me semble, comme au comité de rédaction de American Foreign Policy, donc vous connaissez très très bien l'Occident, très bien les Américains, très bien les Anglais, très très bien la France, le monde en général, et donc votre parole est précieuse. Dans le contexte de retournement géopolitique du monde. Nous sommes venus en Russie pour suivre le sommet des BRICS qui se tient à Kazan, puisque c'est présidé par la Russie cette année. L'année dernière, c'était au Cap, en Afrique du Sud. Et en première question, je voudrais vous demander qu'est-ce que représentent pour vous les BRICS et en quoi c'est un moment important que ce sommet-là particulier à Kazan. Ce sommet, c'est un tournant. C'est un tournant dans le développement du système international. Il y a toujours des événements et des dates symboliques. Plus tard, les historiens vont probablement marquer ce sommet comme le point symbolique du passage du monde unipolaire au monde multipolaire, bien sûr que c'est un processus, mais chaque processus a ses points de repère, ses éléments décisifs. Le BRICS, qui a commencé il y a une quinzaine d'années en tant que groupe de 4 pays, puis l'Afrique du Sud s'est rajoutée, était considéré dans le monde un peu comme un club alternatif à la G7, mais sans vraiment la profondeur des G7, sans la cohésion des G7 et sans l'influence politique des G7. Donc, il y avait une tendance dans la presse occidentale, mais aussi parmi les hommes politiques de l'Occident, de le considérer d'un œil assez ironique, mettons, même sceptique, comme un groupe qui est composé de pays trop différents, géopolitiquement, géographiquement, même il y a une assez importante différence ethnique. Tandis que le groupe des G7 est plus ou moins consolidé d'après ses critères, à part le Japon. Mais le Japon fait partie de l'Alliance occidentale, bien qu'il ne soit pas membre de l'OTAN. Donc la G7, bien sûr, est un groupe plus consolidé. Mais, à bout de ces 15 années, l'Occident, et le monde entier d'ailleurs, vient de découvrir que le BRICS a vraiment fait un grand saut en hauteur. Et que s'il a commencé par 4 ou 5 pays, maintenant il en regroupe déjà 10, et il y a encore de 30 à 40 qui voudraient ou bien faire partie du BRICS, ou bien devenir partenaire du BRICS, pays partenaire. Pour le sommet de Kazan, déjà, 32 pays ont donné leur accord pour participer, et 24 dirigeants de ces pays vont être présents à Kazan. Et cela dans les conditions où l'Occident insiste toujours qu'il essaye d'isoler la Russie. Alors, à la place des hommes politiques de l'Europe et des États-Unis, je rejetterais cette idée d'isolation parce qu'elle sonne vraiment faux
elle est devenue un peu risible même. Parce que s'il y a 24 leaders des grands pays du monde, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud et d'autres, qui viennent en Russie pour ce sommet du BRICS, c'est difficile de parler d'une isolation. Ça devient vraiment quelque chose d'absurde. Donc, je pense que justement, le sommet à Kazan va marquer la mort définitive de la politique de l'isolation de la Russie. Je pense que cette politique était morte il y a déjà 2 années à peu près, mais maintenant elle est dans le cercueil, enterrée, recouverte de terre. Je ne sais pas s'il y a une croix dessus, mais au moins une plaque commémorative que ici est enterrée la politique de l'isolation de la Russie, qui a été introduite par les G7 en 2022, qui a vécu pendant quelques temps. On avait des G8, parce que la Russie faisait partie... Oui, mais c'était avant. C'était avant, oui. C'est pour ça que je parle des G7. Oui, oui. Ouais. Et qui, voilà, maintenant fait partie de l'histoire parce qu'elle n'a pas porté de résultats et elle a changé l'équation internationale. Et aujourd'hui, la Russie a d'autres points de référence et d'autres partenaires que les pays de l'Occident. Donc, le deuxième point qui va être marqué par ce sommet du BRICS, c'est la formation d'une alternative au monde occidental qui dirigeait la planète pendant un grand bout de temps. Les pays leaders se succédaient. C'était l'Espagne, puis la France, puis l'Angleterre, puis l'Allemagne a fait 2 tentatives de prise de la direction du monde, la dernière sous Hitler, sans grand succès. C'est sur les 5 siècles depuis 1492. Voilà, depuis le début de la colonisation, des grandes aventures coloniales, enfin oui, il y avait des reculs, il y avait toujours la Grande Chine, il y avait d'autres pays assez puissants, mais tout de même l'Occident était sur la pointe du développement international, et ça a duré jusqu'au triomphe des États-Unis à la fin du XXe siècle sur l'Union soviétique, et la formation d'un monde unipolaire. Mais ce monde unipolaire, dès le début, il y avait des soupçons en ce qui concernait sa capacité de durer. Parce que même les adeptes de ce concept du monde unipolaire aux États-Unis, enfin les plus intelligents, disaient que ça ne sera qu'un moment unipolaire. Parce que forcément, de nouvelles forces vont apparaître sur l'échiquier international et cette prédominance des États-Unis va être questionnée par ces nouveaux centres de pouvoir. Et c'est ce qui est arrivé au XXIe siècle. Économiquement, c'est la Chine. Côté politique militaire, c'est la Russie. Côté aussi économique, c'est l'Inde, qui maintenant est la puissance économique numéro 3 dans le monde. Et si vous prenez les top 10 des économies les plus développées du monde, maintenant, autrefois, c'était tous les pays occidentaux. Et peut-être l'Union soviétique. Mais aujourd'hui, c'est seulement 5 pays occidentaux qui appartiennent à l'Occident, dans la notion large du terme. C'est les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Et les autres sont tous des pays du BRICS. Justement, c'est la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Indonésie. Il faut aussi noter que la Grande-Bretagne est vraiment entre la 10e et la 11e position. Je ne suis même pas sûr. Peut-être qu'elle est déjà passée dans le second rang.
avec ses premiers ministres brillants qui se succèdent en tête de la Grande-Bretagne. Et la grave récession qu'ils connaissent. Et la grande récession, et puis cette politique d'immigration assez douteuse, à mon avis, qui provoque des rébellions et des émeutes en Grande-Bretagne, elle ne produit pas une impression d'un pays qui a un futur assuré. Donc, ça, c'est un grand changement. C'est un grand changement. C'est vraiment un nouveau échiquier international où il y a d'autres figures, il y a d'autres joueurs qui sont apparus. Et justement, le BRICS démontre la profondeur de cette évolution du monde. Donc, en quelque sorte, le BRICS est une démonstration du déclin occidental. Ce n'est pas que les pays du BRICS se déclarent en tant que nécessairement adversaires de l'Occident. Par exemple, si vous prenez les déclarations des leaders de l'Inde ou du Brésil ou d'un nombre d'autres pays, ils disent que nous voulons avoir des relations plus ou moins balancées entre le monde représenté par la Chine et la Russie et le monde occidental qui est toujours économiquement très important, financièrement très important, et ainsi de suite. Mais à force de repousser les pays occidentaux de leur position de monopole, de dominance, le BRICS devient objectivement un groupe international qui met en relief ce que j'appellerais la nouvelle faiblesse des G7. Et si vous remarquez, par exemple, pendant les 3 dernières années, quels sont les grands sujets de la politique internationale et de la presse internationale, et vous y trouverez bien sûr la crise ukrainienne, bien sûr la crise au Moyen-Orient, bien sûr les élections américaines, mais vous y trouverez BRICS aussi, mais pas la G7. La G7 a disparu presque du discours international. Peut-être les leaders du G7 ne le pensent pas, parce que quand ils se réunissent à Washington ou quelque part, dans d'autres pays, ils se pensent toujours les maîtres du monde, mais si vous analysez le courant international d'information, la G7 est vraiment quelque chose qui est devenu vétuste. Justement, c'est quelque chose qui existe, qui regroupe un nombre de pays très important, mais qui a de moins en moins d'influence et de moins en moins d'appels. C'est ce qui est important aussi, parce que ce qui est neuf est toujours plus intéressant que ce qui est ancien. Donc la G7 dure depuis 1975 et elle a déjà perdu de l'élan. Oui, bon, bien sûr, ouais, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne. Mais tout de même, c'est quelque chose de passé. Ça appartient au XXe siècle. Quel groupe international est le symbole du XXIe siècle? C'est pas la G7, c'est pas l'OTAN. Et même, c'est pas l'Union européenne. C'est le BRICS, parce que c'est nouveau. C'est quelque chose qui donne une nouvelle dimension aux relations internationales. Déjà les 2 tiers de l'humanité. Oui, c'est les 2 tiers de l'humanité, c'est 50% du territoire du monde, c'est les matières premières et ainsi de suite. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une nouvelle notion qui est apparue et qui est liée au phénomène de BRICS. C'est la notion de la majorité globale. J'ai été vraiment surpris que cette notion est discutée dans les médias français, surtout elle est apportée par des gens qui s'y connaissent dans les relations internationales, mais qui n'appartiennent pas à cette nouvelle mouvance de personnes qui ont un horizon intellectuel limité à la doctrine libérale. Voilà, je le mettrai d'une manière très douce. Oui. Parce que quand les gens pensent, quand leur pensée est limitée à quelques slogans
qui correspondent à la politique de l'Occident. Par exemple, nous sommes pour la victoire de l'Ukraine, pour la défaite de la Russie, pour les droits de l'homme, pour, je sais plus, pour une immigration libre. C'est vraiment, j'ai remarqué ça dans les discours de beaucoup de jeunes participants au débat politique. C'est vraiment très limité du côté intellectuel. C'est plutôt un débat idéologique avec quelques points de repère qui ne sont pas trop convaincants. Tandis que l'ancienne génération, des gens comme M. Raffarin, comme Dominique Villepin, comme quelqu'un d'autre, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui change dans ce monde. Le monde bouge. Il va dans une direction qui n'est pas celle qui est suivie par l'Occident. Vous disiez de manière intéressante tout à l'heure que les BRICS, on s'en moquait un peu en Occident, en tout cas les dirigeants, c'était considéré comme quelque chose de volatile, pas très sérieux. Est-ce que ce n'est pas dû justement à ce que vous décrivez, le différentiel de fonctionnement? Car le G7, derrière il y a l'OTAN, et derrière il y a les États-Unis, et c'est une organisation qui est dans cette logique d'hégémonie américaine, de nation utile, qui domine en fait le monde unipolaire d'avant qui est apparu avec la chute de l'URSS. Alors, et il y a peut-être une perception fausse que les BRICS seraient justement une sorte d'alliance où il y aurait un chef qui domine les autres, alors que les BRICS semblent être plutôt une coalition de nations qui veulent défendre leur souveraineté. Et l'exemple indien est intéressant, puisque l'Inde achète des avions Rafale à la France, elle fait du commerce avec tout le monde, a des accords stratégiques avec les États-Unis, avec la Russie. Ils sont dans les BRICS, mais ils peuvent avoir des problèmes frontaliers. Et il y a cette perception qui est peut-être très très faussée, et d'ailleurs, parce qu'il y a très peu d'informations en fait sur ce que sont réellement les BRICS, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Est-ce que ce n'est pas lié à cette plasticité de l'organisation des BRICS, justement? Je voulais en parler justement que les BRICS ne se positionnent pas en tant qu'alliance unie, et il n'y a pas de dimension militaire, et il n'y aura pas de dimension militaire. Et les BRICS sont très différents de la G7, parce que vous avez absolument raison de remarquer que derrière la G7, c'est l'OTAN, qui est une organisation militaire par définition. Il y a aussi l'Union européenne, qui démontre un niveau d'intégration très haut, bien que c'est beaucoup critiqué en Europe, mais de fait, Bruxelles, c'est un centre important de prise de décision politique, de définition de la politique extérieure des pays européens, et ainsi de suite. Le BRICS est très différent, parce que le BRICS, c'est justement une coalition de pays qui sont intéressés dans le passage du monde unipolaire, dirigé par l'Occident, au monde multipolaire, où leurs droits, leurs intérêts, seraient pris en plus grande considération et où ils auraient plus de poids dans le système international. C'est ça le BRICS. Et justement, je voulais dire que le BRICS a été choisi par l'Occident pour le dénommer en tant qu'adversaire de l'Occident. C'est pas l'initiative de BRICS. Les BRICS ne disent jamais nous sommes contre l'Occident. Mais en Occident, si vous lisez la presse, ils comparent toujours la G7 aux BRICS. Ils font toujours. Ils disent, ah voilà, il y a la Russie et la Chine qui regroupent des pays pour les diriger contre les intérêts de l'Occident. Ils comparent le GNP, ils comparent voilà, toutes ces choses. Et ils disent, bah, nous sommes dans la minorité parce que les BRICS nous dépassent, ce qui est vrai. Par GNP, en 2027, le BRICS va toucher quelques 37% de l'économie mondiale, tandis que la G7 va passer à 28%. Et ce qui est intéressant, c'est que les BRICS montent, la G7 recule. 1% par année. Mais tout de même, la tendance est contre les G7. Voilà. Mais vous avez raison de remarquer que ce sont des organisations complètement différentes. Il n'y a pas de ce niveau de cohésion qui existe dans les G7 à l'intérieur du BRICS, et quelqu'un dit que c'est la faiblesse du BRICS. Par contre, moi je pense que c'est la force du BRICS. Parce que, justement pour cette raison que la BRICS n'est pas une organisation qui prend des directives, des décisions
qui deviennent, je dirais, nécessaires pour les pays membres de cette organisation, la BRICS insiste surtout sur les principes. Si vous êtes pour un monde plus équitable, si vous êtes pour un monde où il n'y a pas de centre dominant qui dicte ses conditions aux autres, si vous êtes pour un monde où la répartition de l'influence et des biens est beaucoup plus large que ne le propose l'Occident, si vous êtes pour un monde justement multipolaire, si vous êtes pour un monde où les nouveaux pays auraient plus d'importance et leur intérêt serait pris plus en compte que dans le monde dirigé par l'Occident, alors vous avez absolument le droit de participer aux BRICS. Et il y a un nombre de contradictions entre certains pays du BRICS, comme entre la Chine et l'Inde, par exemple, mais ça ne les gêne pas en même temps d'être partie de cette organisation parce qu'ils voient les côtés très positifs pour eux dans cette participation, parce qu'ils ne veulent plus dépendre seulement des centres occidentaux de la prise de pouvoir et de l'influence économique et financière. Et c'est pour ça qu'une des très grandes dimensions de BRICS, très importante, qui va, à mon avis, gagner de l'importance, c'est cette conception de la nécessité de créer un nouveau système de relations financières. Oui. Un nouveau système qui permettrait aux pays de BRICS de faire du commerce entre eux sans recourir au dollar. C'est annoncé par le président Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg et ce sera présenté à Kazan, si je ne me trompe pas. C'était annoncé par Poutine en tant que processus. Je pense que ce processus peut prendre un peu de temps parce que c'est assez compliqué. Mais le fait que ce travail est entamé par les BRICS, c'est justement le cas. Et je pense que c'est un des éléments qui est vraiment frustrant pour les observateurs occidentaux, surtout américains. Parce que le rétrécissement de la zone du dollar, c'est le rétrécissement de l'hégémonie, de la dominance américaine, c'est évident. Et remarquez que Trump, pendant ses élections, il a dit que mais regardez ce qu'on a sous cette administration Biden. On a perdu la Russie pour le dollar. On a perdu l'Iran pour le dollar. Et on est en train de perdre la Chine pour le dollar. Peut-être il exagère. Mais ce que veut dire Trump, c'est que, regardez, le dollar recule. Ce que font ces gens-là dans les BRICS, c'est contre nos intérêts, parce que le dollar, c'est la fondation de la puissance américaine dans le monde. Et Trump, il a beaucoup à mon avis, il a beaucoup comment dire, il comprend bien les grands mouvements de la politique internationale. Il a ce que les Anglais appellent common sense. Et il voit que le processus qui s'opère, justement, c'est pas dirigé contre l'Occident, mais à force de trouver de nouveaux mécanismes pour réaliser leur intérêt, les pays du BRICS sont en train de créer un monde qui est différent de celui du monde occidental. C'est comme si on prendrait une partie du monde et on le retirerait à l'Occident en disant que non, ça c'est pas à vous. Ah, c'est pas ça. Ici, nous prenons les décisions nous-mêmes. Et je pense que ceux qui préviennent que si cette tendance s'approfondit, l'Occident va se trouver dans la minorité globale, je pense qu'ils ont complètement raison. D'ailleurs, ce que vous disiez concernant Trump, d'autres Américains l'avaient dit avant lui. Je pense à George Kennan, même Kissinger disait qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait une alliance entre la Russie et la Chine. Oui, et aussi, ils ne doivent pas être rejoindre cette alliance par l'Iran. Voilà. Brzezinski disait que
le cauchemar, scénario, le pire scénario pour les États-Unis, c'est une alliance entre Moscou, Pékin et Téhéran. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce que dit mon mentor John Mearsheimer ou Jeffrey Sachs. Donc John Mearsheimer, peut-être tout le monde ne connaît pas, mais c'est un grand professeur des géopolitiques. Jeffrey Sachs, je le connais personnellement. Ils le disent aux États-Unis, ils sont même surpris du danger dans lequel se met l'Occident en faisant ainsi. Alors néanmoins, il y a une guerre chaude en Ukraine depuis le 24 février 2022 entre la Russie et l'Ukraine, de facto entre la Russie et l'OTAN. C'est M. Jens Stoltenberg, le précédent secrétaire général de l'OTAN, qui a dit que c'était une guerre d'extension de l'OTAN en Ukraine. Mais de toute façon, il y avait une guerre déjà froide depuis 2014, avec le coup d'État, la prise de la Crimée et la possibilité de mettre en œuvre, pour les raisons que l'on connaît, des accords de Minsk II. Est-ce que, quand même, le conflit tel qu'il se passe, tant militairement que l'échec des sanctions, plus ou moins l'échec des sanctions occidentales qui font un effet backlash plutôt sur l'économie européenne, est-ce que ça n'a pas quand même été un accélérateur pour les BRICS, je veux dire pour d'autres pays que la Chine, la Russie ou l'Inde, qui sont des pays puissants, qui se disent « Ah, en fait, cet Occident qui nous a dominés pendant 5 siècles est un tigre en papier ». À mon avis, tout de même, cette conception de tigre en papier, elle est elle va un peu trop loin. Oh, c'est une illusion. Oui, je pense que l'Occident a toujours beaucoup de puissance au niveau international. Je pense que si vous prenez les 5 critères classiques de la puissance d'un État, c'est l'économie, le côté militaire, l'influence politique, l'information et la culture. Vous allez remarquer que la dominance américaine est questionnée sur 2 de ces critères. C'est l'économie par la Chine, le militaire par la Russie et la Chine, mais dans les domaines technologiques, informationnels et culturels, il y a toujours une domination américaine dans le monde. Donc, je dirais que c'est bel et bien un tigre un peu affaibli par ses propres fautes, par des décisions incorrectes qui ont été prises par un nombre de dirigeants américains et aussi européens. Mais c'est toujours une entité très importante dans le monde actuel. Mais c'est vrai que, et c'est le paradoxe des actions de l'Occident, c'est que en déclarant la guerre politique et économique à la Russie, ils ont accéléré les processus de la multipolarisation du monde. Alors là, je ne sais pas s'ils s'entendaient à ça. Je pense que non. Et je remarque que, et c'est surprenant, que les Américains, mais aussi les Européens, ils sont en train de se cogner la tête contre les portes fermées en allant à Pékin, à Delhi, à Riyad et dans d'autres capitales, au Caire, pour dire « mais vous devez nous rejoindre dans nos actions contre la Russie ». Et à chaque reprise, et à chaque fois, on leur dit non. Alors il y a un autre groupe qui y va, et ils se cognent la tête contre la porte, mais la porte est fermée. Ces pays-là ne veulent pas rejoindre les sanctions de l'Occident contre la Russie. Et là, vous parlez de la noyade de Sullivan, Blinken, je parle de tout le monde. Oui. Voilà, récemment, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu un sommet entre l'Union européenne et les pays arabes. Et encore une fois, les dirigeants de l'Union européenne leur ont dit « vous devez nous joindre dans une croisade contre la Russie ». Ils ont dit non. Et je me demande quand sera ce moment de vérité pour les dirigeants occidentaux, quand ils vont comprendre à la fin des fins que ça ne marche pas. Parce que je suis vraiment surpris par cette obstination qui me paraît un peu irrationnelle. C'est comme si, vous savez, vous êtes fixé à un but qui est inaccessible, mais vous refusez de le reconnaître. Vous refusez de comprendre que c'est une politique incorrecte et ce but ne peut pas être atteint. Mais c'est ce qui se passe et je ne serais pas surpris s'il y a un autre sommet, je ne sais plus,
Union européenne, Amérique latine, ils vont dire, mais vous devez nous rejoindre sur la question de la Russie. Ils vont dire non. Parce qu'il y a le Brésil, évidemment c'est non. L'Argentine peut-être, mais même les autres pays de l'Amérique latine, il y en a beaucoup. Il y a le Venezuela, il y a le Cuba, il y a le Mexique. Ils vont dire non. On est contre les sanctions. Donc ça, c'est quelque chose que, à mon avis, quelque chose d'impossible pour l'Occident d'intégrer dans la mentalité. Mais comment ça se fait qu'on ne peut pas faire de sorte que ces pays nous suivent sur la question russe et aussi sur la question ukrainienne? Et c'est une crise de mentalité politique. C'est justement les opinions, même pas les opinions, la manière de penser occidentale partait toujours du fait que l'Occident sera toujours en position de dicter ses conditions à lui. Et aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il n'est pas capable de le faire. Et c'est vraiment quelque chose qui crée aussi une partie de cette hystérie contre la Russie, c'est qu'ils n'ont pas réussi à réunir le monde contre Poutine. C'est une manie. Il faut affaiblir Poutine, il faut vaincre Poutine. Ils n'arrivent pas de réunir le monde contre Poutine. Et ce sommet de Boïx, il va démontrer que vraiment vous devez reconnaître les faits. Et les faits sont très clairs. Vous ne pouvez pas réunir le monde contre la Russie, contre Poutine. Donc ça, c'est le côté mental, je pense, de la crise de cette politique de l'Occident. Il y a aussi le Moyen-Orient, bien sûr, qui, à mon avis, a démontré beaucoup de choses et qui a tué, à mon avis, cette conception du rules-based order, monde ordre international basé sur les règles de Washington, entre guillemets occidentales, les règles occidentales, parce que les gens dans le monde arabe, dans le monde musulman, mais un peu partout dans le monde, se disent, mais c'est quoi les règles au Moyen-Orient? La règle, c'est quoi? De soutenir Netanyahou, quoi qu'il fasse? C'est ça la règle. Alors on n'accepte pas. Et donc je pense qu'il y a deux processus parallèles aujourd'hui qui se développent. C'est la crise ukrainienne, qui démontre que c'est impossible d'isoler la Russie. Et que, même plus, que cette politique d'isolation oppose le monde non occidental au monde occidental, parce que le monde non occidental ne l'accepte pas. Et le deuxième processus, c'est le Moyen-Orient, qui démontre que ce qu'on appelait double standards, les doubles standards de la politique américaine et forcément occidentale, mais ils sont devenus intenables. Mais intenables, parce que quand les États-Unis disent qu'on va punir l'Iran, parce qu'il a lancé 200 fusées sur Israël, mais on ne va rien faire à Israël, qui a tué 40 000 personnes à Gaza, ça produit une impression extrêmement étrange. Et je pense que c'est la fin de le Moyen-Orient, c'est la fin de la conception de rules-based order. Parce que tout le monde a compris que ces règles, elles sont appliquées à certains, mais pas aux autres, que si vous êtes un pays allié aux États-Unis, vous n'avez pas à observer les règles, et que ces règles changent d'une année à l'autre. Aujourd'hui, c'est une règle, demain, c'est une autre. Et quand on nous parle d'agression, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains en Irak? C'était quoi? C'était même pas provoqué par Saddam Hussein. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour lui personnellement, mais c'était quoi en Irak? Mais c'était quoi, au juste? Une agression pure et dure. Et on a tellement d'autres exemples. Donc, c'est vraiment pas les pays occidentaux qui peuvent donner aujourd'hui des leçons à d'autres pays dans le domaine du droit international, parce qu'ils sont les premiers à le violer. Donc, c'est aussi un très grand développement dans je dirais, la psychologie de la politique internationale, c'est que les notions changent. Ce qui dit l'Occident n'est plus accepté en tant que règle. Comme a dit le Premier ministre chinois à Davos en 2009, nos maîtres se sont un peu trompés. C'était pendant la crise financière. Ce qui voulait dire que l'Occident, ce ne sont plus nos maîtres du tout.
Alors, le temps file malheureusement. Peut-être une dernière question, car vous êtes, tout le monde le constate, vous parlez très très bien français. Si. Vous êtes francophile, vous appréciez la civilisation française, si je ne me trompe pas. L'état des relations actuelles, en raison de la guerre en Ukraine et de tout ce qu'on a évoqué, de cet affrontement entre le G7 et les BRICS, a cassé les relations entre la Russie et l'Europe, et spécifiquement, dans le cas qui nous intéresse nous ici, entre la France et la Russie, alors que les liens étaient très forts, économiquement, culturellement, scientifiquement. Nos cosmonautes, Jean-Luc Chrétien, Thomas Pesquet sont partis à partir de la Cité des Étoiles, de Baïkonour, dans l'espace. Tout ça semble un peu cassé, même beaucoup. Quelles seraient les conditions, selon vous, selon la Russie, pour que se renoue un partenariat non conflictuel, mais basé sur le commerce, la culture, les échanges scientifiques? À vrai dire, on n'est pas encore là. On est au centre de ce que j'appelle la grande rupture. La grande rupture entre l'Europe et la Russie. La rupture qui a été générée par l'Europe elle-même, qui s'est manifestée symboliquement dans l'explosion des gazoducs dans la mer Baltique. On veut nous faire croire que c'était quelques Ukrainiens dans des costumes de plongeurs qui ont fait ça, mais en Russie, tout le monde en rit parce qu'on comprend très bien que cette opération, sont des gazoducs énormes, pouvait être accomplie seulement par des pays avec des capacités technologiques très avancées. Et le fait que l'Europe a refuté ses propres intérêts dans le domaine de l'économie, dans le domaine des relations énergétiques avec la Russie, dans le domaine des investissements, ça c'est paradoxal. Parce que récemment j'ai entendu dire le président français Macron que voilà, l'Europe n'a plus de gaz relativement pas cher venant de la Russie, qu'elle s'est privée du pétrole russe, et ainsi de suite. Et ça, c'est une des raisons d'un taux de croissance très faible, ou même négatif, dans la majorité des pays européens. Mais le choix a été fait par l'Europe. L'Europe a dit, comme Merkel a dit en 2015, nous y parviendrons. Parvenez-y. Voilà. Regardez ce qui se passe. L'Europe aujourd'hui, économiquement, c'est l'homme malade du système international. Parce que c'est quoi le taux de croissance en France aujourd'hui? 0,7, 0,8, c'est déjà pas mal. Parce que si vous comparez ça à... C'est très génial. Oui, c'est déjà pas mal. Si vous comparez ça à l'Estonie, à l'Irlande, et la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ils sont près de zéro. L'Allemagne l'a annoncé, c'est en récession de 0,2%. Voilà, et c'est moins 3 pour la Grande-Bretagne. Et donc, voilà, cette grande rupture, elle est en train de s'opérer. Elle progresse toujours parce que en 2023, le commerce entre la Russie et l'Union européenne a atteint, malgré les sanctions, 100 milliards d'euros. Mais déjà, en 2024, on s'attend à une perte de 30 et 40% du volume de commerce. Oui, parce que la Russie redirecte ses matières premières et aussi ses relations économiques vers le tiers-monde, vers le Global East and Global South. Et les relations avec l'Europe, ils sont en train vraiment de dégénérer de plus en plus dans le domaine non seulement politique, mais aussi dans le domaine économique. Donc, le Parlement européen vient encore de voter une résolution enjoignant non seulement de tirer dans la profondeur du territoire russe pour l'armée ukrainienne avec des missiles occidentaux, mais aussi toute une série de... En fait, l'arrêt, littéralement, de toute importation de ressources... Écoutez, un des côtés les plus déplorables du développement de la mentalité de la classe politique européenne, ce que j'ai moi-même vu de mes propres yeux dans le Conseil de l'Europe, où j'étais pendant 5 ans
président de la délégation russe à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est une évolution paradoxale, antirationnelle et antipragmatique de la mentalité des représentants des pays occidentaux. C'est comme ils sont devenus un peu comme les bolcheviks, un peu comme les communistes d'antan. Pas les communistes d'Enrico Berlinguer ou les eurocommunistes, qui étaient déjà plutôt sociodémocrates. Et voilà, de cette période de 1970, des années 80, qui sont devenus plutôt des communistes réformateurs, de Santiago Carillo en Espagne, et ainsi de suite. Non, ils me rappellent les gens, voilà, avec une intelligence très limitée, qui suivent certains dogmes idéologiques et qui ne veulent pas écouter parler du côté économique de la chose, du côté rationnel de la chose. Ils disent, mais moi, je me rappelle très bien, parce qu'ils me disent toujours, la Russie doit faire ça, 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 ça et ça. Et je dis, mais pour quelle raison nous le ferions? Parce que vous pensez que ça serait correct pour nous? Ils disent, non, mais c'est parce que, voilà, vous devez le faire, vous devez. Russia should. Vous devez le faire. Je dis, alors, dans ce cas, vous devez faire ça, ça, ça. Ah non, mais pourquoi? Comment est-ce que vous pouvez poser la question de telle manière? Je dis, pourquoi est-ce que vous voulez que nous vous écoutions, que nous devons, et vous ne devez rien? Donc, ça c'est paradoxal, ça. Je pense qu'il y a une dégradation idéologique de la classe dirigeante en Europe qui se refuse à voir le côté pragmatique des choses. Avec l'exception de Viktor Orban, peut-être de quelques ministres italiens et du Slovaque Fico, tous les autres, ce qu'ils font, ils sont en train d'enterrer l'Europe du point de vue de sa capacité dans le domaine de la compétition économique. C'est ce qu'ils font. Et il ne faut pas être même Emmanuel Todd pour comprendre ça, parce que tout le monde en parle. Voilà, récemment, il y a eu un article dans le Bloomberg qui a dit, mais l'Europe est vraiment sur le point de reculer au 2e rang parmi les grandes économies compétitives du monde. Aussi pour la raison parce qu'ils considèrent les demandes de leur idéologie libérale comme étant prioritaires par rapport aux nécessités économiques, par rapport à la rationalité politique et ainsi de suite. Voilà le diktat de l'idéologie. C'était très puissant en Union soviétique de la période Lénine-Staline, et même en Union soviétique, plus tard, c'est devenu assez relatif. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue un peu l'Union soviétique des années 1920, quand on suit à la lettre, voilà, à la lettre, on suit ces dogmes idéologiques. Hein, la Russie doit... et avec ça, je ne vois pas comment est-ce qu'on va revenir vers une nouvelle coopération entre la Russie et l'Europe, pendant que la classe dirigeante de l'Europe épouse toujours, voilà, ces thèses extrêmement détachées de la réalité. C'est comme si l'Europe pouvait vraiment dicter à la Russie ou à la Chine, aux autres pays, comment ils doivent se conduire. Mais ça ne marche pas. Mais je vois le Parlement européen, ils répètent toujours la même faute. Ils sont là, dans leur milieu assez artificiel, et ils prennent des résolutions, des décisions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Voilà, ça vraiment me crée une impression extrêmement étrange qu'il y a un décalage entre le côté mental de la classe dirigeante en Europe et entre les réalités de ce qui se passe dans le monde. Et pour cette raison, je suis assez sceptique envers les perspectives de ce renouement des relations, même des relations économiques, parce que je vois qu'ils sont de couper les relations économiques. Et ça coûte beaucoup à l'Europe. L'Allemagne est déjà devenue, elle était le locomotive de l'Europe. Maintenant, elle est quoi? Je ne sais pas, un train usé
qui est quelque part dans les... comment ça s'appelle les voies qui sont réservées pour les anciennes locomotives qui ne marchent pas. Les voies de garage. Pardon? Sur les voies de garage, en français. Elles sont justement sur les voies de garage, vous voyez. Et c'est quoi le but? De faire tomber la Russie? Il y a déjà eu 2 années et demie d'expérience négative dans ce domaine. La Russie ne va pas tomber. La Russie ne va pas sombrer, la Russie ne va pas être isolée. L'économie russe, elle a tout de même un taux de croissance de 3,5% jusqu'à 4%. C'est pour cette année. Et l'économie européenne, c'est autour de 0. Et donc, nous, de notre côté, nous avons un nombre de conditions, je dirais, qui, à notre avis, doivent être remplies pour qu'une nouvelle relation puisse être considérée. Le plus grand danger pour la sécurité de la Russie venait de l'expansion de l'OTAN. Je connais la chose en profondeur parce que je faisais partie de toutes ces discussions depuis 1993. De Tokyo à Washington, nous discutions justement les conséquences de l'expansion de l'OTAN. Et quand les Américains ou les Anglais nous demandaient « Mais qu'est-ce qu'au fait vous pouvez faire contre l'expansion de l'OTAN? Vous allez faire quoi? Envoyer des troupes en Pologne ou... Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez vraiment vous opposer à ce processus ?» Je disais non. Mais ce que vous allez recevoir, vous allez perdre la Russie en tant que partenaire stratégique. Et ils disaient, mais c'est quoi perdre la Russie? On ne comprend pas. Alors maintenant, ils comprennent que la Russie est devenue alliée de la Chine. Et cette alliance russo-chinoise, c'est la création de la politique américaine. Ils ont tout fait pour ça. Tout fait pour ça. Maintenant, ils disent, ah, c'est dangereux pour nous. Tu l'as voulu, Georges Dandin. Ils ont obtenu le résultat auquel ils poussaient la Russie et la Chine pendant très longtemps. Ce que nous demandons de l'Occident, c'est que cette expansion stoppe. Et l'Ukraine, c'est justement la zone rouge. C'est pour ça que, parmi les conditions de la Russie, ce n'est pas seulement les questions territoriales qui nous divisent, ce n'est pas seulement le côté de la militarisation de l'Ukraine, qui, évidemment, est vu d'un œil négatif à Moscou, mais c'est la grande question que l'Ukraine doit avoir un statut neutre et ne pas appartenir à l'OTAN. Je pense que si cette... Comme l'Autriche dans les années 50. Pardon? Comme l'Autriche... L'Autriche ou bien la Finlande? La Finlande, oui. Et comme vous avez vu, ces pays n'ont pas perdu leur souveraineté. Ils étaient des pays souverains. Ils appartenaient même, je dirais, à la communauté occidentale en étant à l'extérieur de l'OTAN. Donc, il n'y a pas de contradiction. Et je pense que si cette condition était remplie, on pourrait commencer à sortir de cette crise entre la Russie et l'Europe. Parce que du point de vue rationnel, l'Europe a besoin de la Russie. Et la Russie est aussi intéressée dans les relations avec l'Europe, on ne le nie pas. C'est qu'aujourd'hui, elles sont impossibles. Parce que l'Europe a adopté une politique qui rend ces relations impossibles. Mais si l'Europe reconsidère sa position sur l'Ukraine, si elle accepte la conception qui a été récemment formulée par le candidat à la vice-présidence américaine de Donald Trump, M. Vance, oui, qui a dit que la Russie, l'Ukraine doit rester neutre. Et dans ce cas-là, on pourra avoir une relation plus raisonnable dans le domaine de la sécurité avec la Russie. Je pense que ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, et petit à petit, on pourra revenir à un certain niveau de relation raisonnable entre la Russie et l'Europe. Et je pense que l'Europe a tout son intérêt à voir ça, parce que je ne vois pas vraiment en quoi un Français, un Allemand, un Autrichien, un Italien profiterait de la participation de l'Ukraine dans l'OTAN. C'est quoi l'intérêt de la France? L'Ukraine est dans l'OTAN. C'est quoi l'intérêt de la France? Moi, je ne le vois pas, absolument pas. Je vois que l'Ukraine, à l'intérieur de l'OTAN, peut représenter un danger pour la France parce que
Si l'Ukraine redevient militariste, anti-russe, et ainsi de suite, à bout de 2-3 années, par exemple, après quelques accords, elle va tirer la France dans la guerre contre la Russie. Pourquoi la France a besoin de l'Ukraine dans l'OTAN? C'est une grande question qui, à mon avis, ne peut pas être répondue d'une manière rationnelle, seulement d'une manière religieuse. Parce que vous voyez, la religion, elle diffère de la raison par un élément le plus important. Vous ne devez rien prouver, vous devez croire. Alors, parce que c'est un point religieux, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe avec la laïcité en France? Parce que la France, c'est un pays laïque. Donc, si c'est une profession de foi, ça n'a rien à voir avec la réalité politique, économique et même sociale. Donc, je dirais que c'est le point le plus important. C'est le point le plus important. Et si on trouve une décision sur le futur de l'Ukraine à l'extérieur de l'OTAN, je pense qu'il y aura un meilleur futur pour la Russie alors. Bien, Monsieur Pouchkov, je vous remercie pour cette interview et pour cette note d'espoir dans une situation de conflit. Peut-être que c'est l'affrontement entre les réalistes en géopolitique et les idéalistes. Idéalistes, voilà. Oui, idéalistes. Je dirais interventionnistes. Et merci pour cet éclairage avec cette touche hegelienne de ruse de l'histoire où les idéologues d'un côté basculent de l'autre côté avec les mêmes conséquences négatives pour notre pays. Merci encore et peut-être à une prochaine fois.